Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes vendredi 23 janvier 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Dans les camps tanzaniens, des réfugiés burundais plongés dans la désolation après les démolitions. Et à Gitega, un changement de qualification prive des fonctionnaires de la hausse salariale. Et enfin, nous allons vous faire savoir dans ce journal comment ODK annonce la mise en place de représentants des caféiculteurs à tous les niveaux. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés, où la démolition des maisons dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie continue sans aucune assistance. Ces activités se sont déroulées dans différentes zones du camp d'Onyarugusu et d'Onduta, laissant les réfugiés burundais dans une désolation totale. Le point avec Walter Kwizera. Les rumeurs concernant la démolition des maisons des réfugiés burundais du camp d'Onyarugusu ont commencé ce jeudi dernier à travers un communiqué selon lequel la zone 9 et 10 vont être démolies, ce qui n'a pas tardé à s'accomplir ce vendredi. Ces réfugiés indiquent que la démolition de leur maison a été faite par des Basungusungu d'origine congolaise. Nous, réfugiés du camp d'Onyarugusu, avons appris hier à travers une annonce diffusée dans les zones 10 et 9 que ce jour-là, il était prévu une opération de démolition des habitations des réfugiés. Tôt ce matin, un important dispositif policier est intervenu, armé et équipé de gaz lacrymogène. Certains agents chargés de la sécurité du côté des réfugiés congolais ont également été mobilisés pour participer à la démolition des maisons, alors qu'eux-mêmes sont réfugiés et que cette mission ne relève pas de leur attribution légale. Mécontents, les réfugiés burundais condamnent cette attitude de l'État tanzanien et trouvent que même le HCR ne peut rien faire par rapport à cette situation, surtout que la Tanzanie n'a rien respecté, à voir ce qui se passe actuellement dans ces camps. Nous condamnons ces actes déplorables et ça fait tellement mal de démolir la maison de quelqu'un alors qu'il est présent sur place. Dernièrement, le HCR avait lancé un appel au gouvernement tanzanien en condamnant ces activités, surtout la démolition des maisons des réfugiés. Mais vous voyez que la Tanzanie n'a rien compris ni respecté. Tout cela montre que l'État tanzanien est décidé à faire tout ce qu'il désire faire et ne respecte pas les droits internationaux des réfugiés. En plus, cela montre aussi que la Tanzanie ne respecte même pas les décisions du HCR et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Nos sources dans les camps de réfugiés en Tanzanie indiquent que la démolition des maisons de réfugiés s'est faite même dans le camp d'Onduta. Selon les mêmes informations, c'est le nommé Octavia qui est à la tête de ces activités et pire encore, demain ce sera le tour de la zone 8. Merci à toi Walter Kwizera. Toujours dans la rubrique réfugiés, les conflits armés qui se déroulent dans l'est de la République démocratique du Congo ne devraient pas servir de prétexte aux organisations internationales d'aide aux réfugiés pour ne pas atteindre les réfugiés burundais et leur fournir les produits de première nécessité, d'autant plus que dans d'autres pays également en guerre, ces organisations continuent leurs activités. C'est du moins la réaction de l'organisation CDH-Vicar, engagée dans la défense des droits des réfugiés, après que les réfugiés burundais ont dénoncé une pénurie de médicaments et de denrées alimentaires. Une situation y a déjà causé la mort de 6 enfants. Le président de cette organisation, Léopold Chalangabo, appelle ces organisations ainsi que le gouvernement congolais à intervenir d'urgence en faveur de ces réfugiés burundais. Les réfugiés burundais vivant dans les camps de réfugiés de Mulongwe et Rusenda, République démocratique du Congo, sont aujourd'hui traités comme des personnes oubliées et abandonnées. À la lumière des conditions de leur prise en charge, il apparaît évident qu'aucune autorité, ni le HCR, ni l'État,
ne va pas aller à la rencontre pour écouter les préoccupations et répondre à leurs besoins essentiels. Ils vivent ainsi dans des conditions extrêmement difficiles. La situation humanitaire est alarmante. L'accès aux soins de santé est insuffisant. Aussi, la nourriture est inadéquate. Il est compréhensible que des enfants meurent de maladies ou de faim. À cette crise humanitaire s'ajoutent de graves problèmes de sécurité. Les réfugiés qui sortent des camps sont fréquemment victimes de violences, notamment de la part de groupes armés, en particulier les Wazalendo qui opèrent autour des camps. L'ensemble de ces éléments démontre clairement que les réfugiés burundais traversent une période extrêmement critique et dangereuse. Face à cette situation, la CDH Vicar appelle d'abord le HCR à faire tout ce qui en son pouvoir pour reprendre et renforcer l'assistance humanitaire en faveur de ces réfugiés. Il n'existe aucune justification valable à l'abandon actuel, d'autant plus que le HCR invoque souvent l'insécurité pour se retirer, alors que de nombreuses organisations continuent d'opérer dans des zones où la situation de sécurité est encore plus grave que dans cette région. Cela n'a jamais empêché les organisations humanitaires, qu'elles soient médicales ou autres, de poursuivre les missions de protection et d'assistance aux populations vulnérables. Nous appelons également le gouvernement de la RDC, en tant qu'État hôte et responsable de la sécurité sur son territoire, à assumer pleinement ses responsabilités et à garantir la protection et la sécurité des réfugiés burundais vivant dans ces cas. Enfin, nous exhortons la communauté internationale à prendre en considération cette situation, à venir par tous les moyens appropriés afin que ces réfugiés puissent vivre dans la dignité, la sécurité et la paix. Des Burundais de retour de Tanzanie continuent d'affirmer qu'ils ne reçoivent pas de vivres comme cela se fait habituellement à leur arrivée au pays. Ils expliquent qu'on leur promet une aide financière une fois réinstallés dans leur famille, mais qu'ils attendent en vain. Suivez le témoignage de l'un d'eux recueilli par la RPA. À notre arrivée, nous étions accompagnés de visiteurs, parmi lesquels figuraient des employés des Nations Unies venus nous escorter. Une fois sur place, ces agents de l'ONU ainsi que d'autres responsables présents nous ont affirmé que nous étions bien accueillis. Ils nous ont assuré que nous allions recevoir une aide financière, des vivres destinés à couvrir une période de 3 mois ainsi que d'autres assistances. Ils nous ont également exhortés à remercier le gouvernement de la Tanzanie pour l'accueil qu'il nous avait réservé ainsi que le gouvernement du Burundi qui nous recevait convenablement. Après leur discours, les agents de l'ONU et les visiteurs sont repartis. C'est alors que les responsables restés sur place nous ont demandé « D'où allez-vous tirer votre nourriture ?» Nous aussi, on n'en a pas. On vous donnera de l'argent. Exactement lorsqu'on observe les stocks et les hangars destinés à entreposer les vivres, on constate qu'il n'y a absolument rien, aucune denrée alimentaire n'y est disponible. Quant à l'argent destiné à l'achat de nourriture, il nous a été dit qu'il serait versé après notre retour à domicile. Cependant, certaines personnes ne l'ont jamais reçu. À titre d'exemple, mon beau-frère est rentré depuis maintenant un mois et n'a toujours perçu aucun montant sur son téléphone. Une fois que vous quittiez les responsables et que vous rentrez chez vous, il devient pratiquement impossible d'obtenir à nouveau cette aide financière. Concernant ces plaintes, la rédaction de la RPA a tenté à 2 reprises de joindre Brigitte Mukanga Ono, représentante du HCR au Burundi, sur son téléphone portable sans succès. Un message lui a également été envoyé via WhatsApp et l'a lu, mais elle n'a pas répondu. RPA. Comme je vous le disais en titre, changer la qualification conférée aux travailleurs de la fonction publique par leur niveau de connaissances acquises, tel est l'astuce utilisée par Gitega, afin que certains de ces fonctionnaires ne bénéficient pas des avantages de la politique et de révalorisation salariale
tant attendue. Josiane Moudaneza nous parle aujourd'hui de comment cette crise a été mise en application. Pour les travailleurs des 2 premiers niveaux, c'est-à-dire ceux ayant comme niveau d'études la 6e année primaire et ceux ayant terminé le premier cycle de l'école fondamentale, à savoir la 9e année, ils ne se plaignent point car ils ont été placés au niveau leur correspondant, tout comme ceux placés dans les niveaux 5, 6 jusqu'à 10. Ceux qui disent avoir été lésés sont donc ceux des niveaux 3 et 4. Commençons par ceux du niveau 3, c'est-à-dire ceux qui ont fait 2 ans après la 10e année, ayant étudié dans des écoles de métiers et détenteurs d'un diplôme de A3. Ils ont été considérés comme des ouvriers incapables d'effectuer aucune tâche de leur propre chef, car dénués de toute capacité, alors que sur leur diplôme, il est mentionné technicien spécialisé A3. Quant au niveau 4, il comprend les travailleurs détenteurs d'un diplôme de A2, c'est-à-dire ceux qui ont fait 4 ans après la 10e année. C'est notamment ceux qui ont fait l'ITAB, l'ECOSO ou l'école médicale, actuellement baptisée école paramédicale. Même ceux de l'ETS et ETP ayant fait 3 ans après la 10e année ont été placés dans ce niveau 4 et appelés ouvriers spécialisés, donc des gens qui doivent attendre que les autres planifient et se contentent uniquement d'exécuter, car n'ayant aucune connaissance des métiers. Pourtant, sur leur diplôme, il est mentionné que ce sont des techniciens A2 spécialisés dans tel ou tel autre domaine technique. La preuve en est que ce sont eux qui font le gros des plans et projets, y compris dans le domaine de la construction. Ce qui les frustre le plus, c'est que le gouvernement qui leur a octroyé ces diplômes de A2 et A3 les dégrade quand il s'agit de la revalorisation salariale. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires détenteurs des diplômes B7, qui sont eux aussi considérés comme des ouvriers spécialisés, ce que ces travailleurs prennent pour du mépris à leur égard, vu que les dégrader dans le critère de complexité et technicité leur fit énormément perdre de points en ce qui est du critère autonomie et initiative, d'où ils demandent à leur ministre de tutelle de ne pas user de forcing et de plutôt considérer le rapport révisé, diligenté par son prédécesseur et ayant obtenu le consensus de toutes les parties concernées. À défaut de ça, ces travailleurs demandent au moins de bénéficier eux aussi de la politique de transposition salariale, comme cela a été accordé à leurs collègues du ministère de l'Éducation. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des magouilles opérées en ce qui est des facteurs contextuels, c'est-à-dire des facteurs de risque. Merci à toi, Josiane Moudaneza. La libération des prisonniers politiques, le désengorgement des prisons et la diminution des taux de pauvreté au sein de la population font partie des préalables qui pourraient changer l'image actuelle du pays. Le président de l'OLICOM l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse. Gabriel Roussiri indique aussi que le gouvernement devrait trouver une solution à la question des réfugiés burundais. Il y a un autre élément qui est important pour l'OLICOM. Vous savez, dans le cadre de la condamnation, il y a eu beaucoup de conseils. Nous avons le bureau de l'ombudsman, nous avons le conseil de l'unité, nous avons le conseil contre le génocide, affaibli et enseigné à voix basse. Il y a même le conseil qui parle de l'autre conseil de l'unité. Tous ces conseils pour c'est beaucoup d'argent. Citoyens, mais affaiblis comme je viens de le dire, vraiment, ces conseils, ces organes, l'ombudsman, etc., on les voit, ils aillent faire des réunions, et se limitent là. Je suis sûr si j'allais vous donner un document pour les évaluer, vous qui sont ici, je suis sûr que vous allez les donner. Quelqu'un qui va donner beaucoup va donner 2 sur 10 pour tous ces conseils. Moi, je les donnerai 0. C'est pas normal. Avoir des institutions qui sont là, mais qui n'avancent rien pour le pays. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, on met déjà comme ça, sans aucun mécanisme d'exiger des comptes. Pour des gens, les membres de la société nous disent que maintenant c'est bon. C'est bon comment? C'est bon comment au moment où nous avons plus de familles de étudiants. C'est bon comment au moment où le taux de pauvreté est comme vous le connaissez. C'est bon comment au moment où il y a des gens qui se trouvent en prison. Imaginez la prison centrale de Bujumbura. Nos prépas,
En temps normal, la puissance en autour ne peut pas dépasser 800. 800, c'est la capacité d'accueil cathédrale. Mais je dois vous dire qu'on est à plus de 5000. Plus de 5000. C'est pas normal. Ces gens-là, qui le font, je pense qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas encore été d'État. S'ils voulaient y être, je ne pense pas qu'ils pourraient faire de ce genre de choses. Les autres préalables évoqués par le président de l'OLICOM sont le dialogue et des bases solides pour le secteur de l'éducation. Écoutons encore une fois Gabriel Lusiri, président de l'OLICOM. La distinction des postes politiques et postes techniques. Vous voyez au Burundi, vous avez entendu le ministre des Finances, quand il a parlé comment ceux qui ont été recrutés au niveau des zones et des communes, avec une telle situation, on ne peut pas avancer. Un cousin, un copain, un ami, un militant, sans considérer ce que nous appelons des compétences. Avec une telle situation, vous comprenez que c'est vraiment un problème. Donc, on doit mettre en avant la science au service du développement. Chez nous, la science n'est pas valorisée, c'est ce que nous croyons. Le troisième élément, comme préalable, c'est la stabilité politique. Dans un pays où il y a une instabilité à outrance, depuis l'indépendance, le Burundi n'a jamais été stable pendant 10 ans successifs. Tous les conflits politiques et autres doivent être étudiés et chercher des solutions. Il y a un autre comportement mauvais dans notre pays où, si quelqu'un embrasse l'autre, il faut détruire tout ce que l'autre a fait. C'est ce que nous voyons souvent. Il faut apprendre à capitaliser la stabilité, ce que vous trouvez. Aujourd'hui, l'administration, on n'a pas d'administration. Regardez par exemple, je donne par exemple. Vous voyez, en principe, dans d'autres pays où il y a une instabilité administrative, il y a ce que nous appelons le secrétaire général. Ces secrétaires généraux sont officiers. Avec, quand les politiques se chambardent, où il y a des changements, c'est ces gens-là qui sont responsables des dossiers. Mais aujourd'hui, par exemple, au niveau de la mairie, vous voyez la mairie va changer. Est-ce que vous pouvez trouver au moins une seule personne qui est restée, au moins montrer l'historique et son... Gabriel Lusiri, président de l'OLICOM, a fait savoir qu'il a organisé cette conférence de presse pour montrer aux autorités du pays, ici du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, la situation du pays à la veille de leur congrès. Dans la Librique Société, les habitants de la commune de Manda, dans la province de Bujumbura, affirment que l'inscription pour l'obtention de l'engrais chimique suscite chez eux des inquiétudes concernant les modalités de paiement qui leur sont imposées. Ces citoyens estiment qu'exiger le paiement intégral de l'engrais dont ils ont besoin avant même sa distribution n'est pas à la portée de tout le monde. Une situation qui les amène d'ailleurs à douter qu'ils recevront réellement cet engrais, d'autant plus qu'antérieurement, certains de ceux qui avaient déjà versé une avance n'ont jamais été servis. Notre confrère Elvis Nyomungere nous donne les détails. Cette inscription des citoyens de la commune de Manda demandée de l'engrais chimique dans cette localité est en train de se dérouler dans toutes les collines de cette commune. Selon eux, le processus de demande et de paiement de ces engrais est compliqué et semble être un obstacle pour beaucoup d'entre eux en raison du fait qu'ils doivent payer la totalité du montant d'avance, ce qui n'est pas à la portée de tous, vu qu'ils sont habitués de payer la moitié pour l'avance et le reste lors de la distribution de ces engrais. Un des citoyens nous témoigne. Des listes se font sur les collines aux personnes chargées des travaux de terrassement ainsi qu'à l'administration locale. Toutefois, le paiement ne se faisait pas intégralement à l'avance, il était effectué par coup. Aujourd'hui, en revanche, il exige que la totalité de la somme soit payée d'un tel coup.
Un autre problème soulevé par les foyers est que lorsqu'ils sont obligés de payer en totalité, cela empêche beaucoup de gens de s'inscrire pour acheter ces engrais, ce qui a conduit à une demande excessive de la part des commerçants et des personnes ayant les moyens, ce qui est perçu comme un moyen de vendre ces engrais en retour aux citoyens au plus exorbitant. Ils n'ont pas non plus confiance aux autorités, vu que celles-ci ont toujours eu des détours de la saison dernière, alors qu'ils ont payé les artisans comme cet habitat l'explique. Ceux qui disposent de moyens financiers importants sont en train d'acheter de grandes quantités, puis de les stocker, enfin de les revendre plus tard. Bien que les autorités les avertissent et les rappellent que les commerçants n'ont pas le droit de stocker à des fins de revente, ils continuent néanmoins à les acheter, chacun avec son propre argent, en quantité dépassant les besoins de son champ, pour ensuite les revendre dès qu'elles deviennent disponibles. Par ailleurs, il n'y a aucune certitude quand une disponibilité prochaine à que les cultures ne soient pas détruites, car il n'y a actuellement aucun stock disponible. Il ne s'agit qu'une seule circulation d'argent et même les rares quantités existantes sont très limitées. Les citoyens de la commune de Manda demandent aux autorités compétentes de revoir cette décision afin de ne pas pénaliser ceux qui ont des moyens limités. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune de Manda, Léopold Ndachaïsaba, pour recueillir sa réaction à propos. Merci à toi Elvis Nyomungere. Le directeur général de l'Office de développement du café a annoncé la mise en place de représentants des caféculteurs depuis le niveau collinaire jusqu'à celui de la province, afin de leur permettre de suivre et de participer à toutes les décisions concernant la filière café, notamment la fixation des prix. Oscar Wikunda a fait cette annonce ce mercredi lors d'une réunion tenue à Changuzo, dans la province de Burumuza, réunissant les acteurs du secteur café ainsi que les autorités administratives communales. Selon lui, 5 représentants seront désignés au niveau de la colline, 3 au niveau communal et 2 au niveau provincial. Tous auront pour mission de défendre les intérêts des producteurs de café et veiller à ce qu'ils tirent un meilleur bénéfice de cette culture. Le directeur général de l'ODK a également indiqué qu'un projet de décret est en cours d'élaboration et sera prochainement soumis au Conseil des ministres dans le but de renforcer la filière café au Burundi. Suivez Oscar Wikunda, directeur général de l'Office national de développement de la culture du café. Cette loi vient donc protéger la culture du café, car comme chacun le sait, le café est une culture d'une importance capitale pour le pays. Il fait partie des principaux produits d'exportation et constitue une source essentielle de devises étrangères. Il convient de rappeler que l'État burundais investit chaque année d'importantes ressources financières dans ce secteur à hauteur d'environ 10 milliards de francs burundais. Il est donc normal que cette loi soit instaurée afin de garantir que, parallèlement aux investissements consentis par l'État, les citoyens s'engagent eux aussi activement dans cette filière. Ainsi, la culture du café ne doit pas être considérée comme une culture ordinaire, telle que la patate douce ou le manioc, que l'on peut griller ou abandonner à tout moment. Elle doit plutôt être encadrée par une réglementation spécifique visant à protéger et à valoriser cette culture stratégique. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 23 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Danicler Ilatumva. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.